Donc, quelques présentations, puisqu'il y a quelques nouvelles personnes. Le café Tao, c'est comme un café philo, sauf qu'on essaye de faire en sorte que ce soit dans un esprit plus zen. Bon, justement, ça avait été écrit sur le flyer. Avec des thèmes qui se prêtent un peu à un dialogue entre l'Occident et l'Orient. Voilà la différence. Bon, sinon, c'est quand même assez proche d'un café philo. Au niveau de... Bon, en général, il y a un exposé de départ, il y aura quelques points supplémentaires apportés par Sabine, qui a eu l'idée du sujet, sujet comme politique. ça, on discutait, voilà. puis ça rebondit, c'est parti. Ça, voilà. Donc moi, je ne serai pas trop long dans ma première approche, une vingtaine de minutes maximum. Que dire d'autre? Il y a des annonces pour ceux qui veulent. Alors vous avez peut-être vu des petits tracts sur un café Théo, voilà, qui aura lieu 2 fois par mois le mercredi. Donc mercredi prochain, le 13, ça sera le premier de la saison, sur la pensée grecque, la pensée divine grecque, l'idée de Dieu et de la divinité, le divin, précisément dans la pensée grecque, voilà, on arrive. Le divin dans la pensée grecque. Vous avez les cafés philo de Sabine aussi, donc nous sommes dans la même association. Voilà, café philo. D'ailleurs, Jean-Luc était philosophe avant moi, puisque je suis pianiste, musicienne et d'abord agrégée de lettres. Voilà, et depuis 15 ans j'anime mon café. Jean-Luc a été pendant très longtemps à mes côtés dans mon propre café. Donc aujourd'hui c'est surtout une solidarité de cette association. Donc là, moi je suis là un petit peu pour parler comme vous. Et c'est Jean-Luc qui a vraiment la parole de cet exposé et qui est vraiment l'âme de ce Je précise d'ailleurs qu'à la fin, on choisit les sujets qui sont choisis d'un mois sur l'autre, on ne pas trop à l'avance. Donc si vous proposez un sujet qui gagne, qui emporte un main levée, puisqu'on vote à main levée, les sujets, vous pouvez venir le présenter à mes côtés, comme Sabine tout à l'heure. Voilà, rajouter quelque chose à mes côtés. Voilà. Donc je reprécise d'autres points. Nous avons aussi un café philo, non, c'est encore philo, un autre, c'est le café d'Albert, qui a lieu 2 fois par mois. Donc le prochain sujet, je crois que ce sera le 18 septembre. Donc je ne vais pas amener de flyer, mais vous pouvez aller voir sur le site accordsphilo.com si vous avez une bonne mémoire. C'est un lundi. Notez, c'est un lundi à 20h, 109 boulevard de Charonne, métro Alexandre Dumas. Café d'Albert, le sujet c'est de mémoire rien, vide, néant. Voilà, 3 petits points. Du néant qu'on a déjà traité en café Tao d'ailleurs, avec le Nirvana. Sinon, moi-même je suis écrivain, docteur en philosophie, mais écrivain aussi, et je propose mon dernier livre qui est sur Nietzsche, Et si la vérité était femme, disons autour de Nietzsche, avec son rapport au féminin, autant aux femmes concrètes qu'à sa philosophie qu'on a souvent dite féminine, un peu orientale, hein, c'est un passionné d'hindouisme, de pensée indienne notamment. Et donc, pour ceux qui veulent, à la fin, je fais une petite griffe pour le livre. Sinon, si vous voulez en savoir plus pour le livre, il y a une signature dans le quartier, un café voisin qui est juste à côté, au 192 avenue de France. Vous avez également des petits flyers pour ceux qui s'intéressent, j'en ai encore si vous ne l'avez pas sous les yeux. Donc, signature où je présenterai le livre donc, le 30 septembre à 16h dans le quartier. Donc, voilà. Et puis pour mon café philo, donc, il se passe chaque mois le 2e dimanche. Donc demain, parce que des fois on est dans des week-ends hard, donc demain le sujet sera l'intensité, épanouissement au survoltage, et sûrement, et même sûrement, le 15 octobre, philosopher et apprendre à rire. Et puis j'ai aussi mon concert piano et poésie à l'Harmattan, 1er novembre, il y a des flyers parce que voilà. Voilà. Désolé parce qu'il y a beaucoup de choses parce que c'est la rentrée d'habitude. On ne vous encombre pas avec autant d'informations, de tracts, de toutes sortes. C'est spécifique à la rentrée puisqu'on marque une pause. Au mois d'août, on avait eu un café Tao en juillet, et au mois d'août on en a eu. Voilà. Donc sans plus tarder, le sujet, je est un autre, une phrase célèbre d'Arthur Rimbaud qui peut s'interpréter de multiples façons, de manière psychanalytique, pourquoi pas, on peut aussi en parler, c'est pas mon approche ce soir, je touche un mot. Donc je vais déjà redonner le contexte de cette phrase, c'est dans une lettre, hein. C'est une phrase qu'il a laissée dans une lettre à un ami, c'est la lettre du voyant justement. D'ailleurs, il faut rattacher cette phrase « je est un autre » à l'autre phrase célèbre de Rimbaud, parmi tant d'autres phrases. Le poète est un voyant, je reviendrai aussi sur cette phrase, le poète est un voyant, par rapport notamment au chamanisme, comme vous pouvez l'imaginer.
C'est une lettre du 15 mai 1871 à son ami Paul Desmeny. Bon. Et il a lâché cette célèbre phrase. Donc je vous lis la petite phrase dans son contexte. « Car je est un autre, si le cuivre s'éveille, clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs qui vient d'un bond sur la scène. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Ça aussi c'est une phrase célèbre, le dérèglement de tous les sens. Que nous dit ici le poète, Rimbaud? Je est un autre, ça veut dire qu'en fait il y a des forces qui nous sont inconnues, en nous-mêmes. Alors Freud dira c'est l'inconscient, les chamanistes, les mages, les spiritualistes, etc. diront c'est l'au-delà, pourquoi pas, ou encore autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, et quand on lit Rimbaud, on a l'impression qu'il est inspiré. Alors on dira pour la plupart des poètes, mais Rimbaud encore plus que les autres. Certains sont plus inspirés que les autres. Il y a aussi des poètes qui sont des gens qui travaillent énormément. Je ne dis pas que Rimbaud n'a pas travaillé ses poèmes, mais il y a une véritable inspiration qui semble venir d'ailleurs. C'est assez étonnant, il y a une force, il y a une puissance, c'est quand même assez incroyable. Si on reprend un peu son point de départ, la biographie de Rimbaud, il a été un génie très précoce, il a tout écrit entre 16 ans et 19 ans, il a arrêté complètement d'écrire après 24 ans, il n'a plus rien écrit. Après 19 ans, il a pratiquement plus fait de poésie d'ailleurs, et il a commencé à mener une vie d'aventurier, il a même vendu des armes, il s'est engagé dans l'armée hollandaise, il a déserté, enfin c'était presque un baroudeur quoi. En fait, pour faire un petit jeu de mots facile, Rimbaud est presque devenu une sorte de Rambo, mais bon, voilà. Bon, c'est quand même assez bizarre qu'il n'ait plus rien écrit aussi jeune, il est mort assez jeune, il est mort à 37 ans, il a eu une infection, il a attrapé une tumeur au genou, il a été amputé de la jambe et il est mort probablement des conséquences de cette amputation, très affaibli, donc c'est une vie tragique finalement. Une saison en enfer, bon alors là ça relate effectivement sa séparation, son enfer après s'être séparé avec Verlaine. Vous connaissez l'anecdote, le fait divers, Verlaine a tiré 2 coups de revolver sur Rimbaud qui était son amant, parce qu'ils ont une liaison sulfureuse, et bon c'était pas très grave, mais Verlaine a quand même fait 2 ans de prison, c'était à Bruxelles, il a blessé un peu au poignet, et Rimbaud l'a très très mal vécu, et après c'était la séparation, donc il a eu sa saison en enfer. Voilà pour planter un petit peu le décor, si je puis dire. Alors encore une fois, on va prendre cette phrase et on ne va pas rester forcément prisonnier, entre guillemets, de Rimbaud. C'est une belle prison, hein, Rimbaud. Mais bon, quand on a une citation d'un auteur, on se libère en général de l'auteur pour voir ce qu'elle nous dit à nous, en tant qu'être humain qui s'intéresse à la pensée du Tao, à la pensée asiatique en général. Sinon, je pense qu'on ne serait pas là. Bon. Alors, d'abord, l'écho, il y a 2 échos, donc un écho occidental, un écho oriental. On aura à la fin un écho artistique, musical, poétique, enfin ce que tu veux. Un autre écho, donc, féminin aussi, bien sûr. Donc, il y a l'interprétation psychanalytique, effectivement, qui est un petit peu celle à laquelle on pense en premier. Bonjour. Je est un autre, voudrait dire qu'il y a quelque chose comme l'inconscient en nous. Un autre, un alter ego qui n'est pas vraiment nous-mêmes, qui peut nous dominer, en bien ou en mal d'ailleurs. Hein. On va dire que quand on est poète, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est ce qui explique peut-être, du point de vue psychanalytique, pourquoi les artistes sont souvent des personnes assez compliquées, assez complexes, voire caractérielles pour certains, fantasques. Hein. Il suffit de prendre Dali, Picasso, enfin d'autres peintres, des artistes ne sont pas des gens comme les autres. Il y a une singularité de l'artiste. Peut-être parce qu'il est possédé par un démon au sens socratique, un démon pas forcément donc un diable, hein, même si on prend Rimbaud, il y avait un côté sulfureux quand même, hein, il y avait un petit côté voyou quand même, hein, vendre des armes en Éthiopie, en Arabie, enfin, dans la petite corne de l'Afrique comme on dit, bon c'est pas forcément innocent non plus. Il y avait une forme de violence aussi chez lui, c'était pas un saint, quoi, voilà, comme on dit. Bon. Mais c'est pas seulement ça, c'est le côté tourmenté aussi de l'artiste, quelque chose qui viendrait de son inconscient. L'inspiration, du point de vue psychanalytique, viendrait de l'inconscient, à travers peut-être ce que Freud a appelé la sublimation, le fait de ne pas se vouer à, j'allais dire,
au destin naturel de la libido qui est de reproduire, de faire des enfants, d'avoir de la sensation de faire des enfants, de se marier. Ce n'était pas le cas de Rimbaud, qui en plus était homosexuel. Donc on peut imaginer, on connaît la théorie de Freud sur Léonard de Vinci qui aurait finalement fécondé son génie à travers le refoulement, enfin son homosexualité empêchée par les circonstances de la société de l'époque. C'était moins le cas pour Rimbaud quand même si au XIXe siècle c'était très mal vu encore, hein, mais lui n'avait que faire finalement de jugements moraux, mais malgré tout on dit quand même que malgré tout il ne vivait pas si bien que ça, il ne vivait pas son homosexualité si bien que ça, quoi. Donc ça a pu le travailler, ça peut donner raison à Freud quand même, hein. Bon, pourquoi pas. C'est une hypothèse, je l'ai exposée brièvement. Il y a celle de Breton, alors qui reprend un peu la psychanalyse, avec l'idée de l'écriture automatique, qui d'ailleurs est assez décevante au niveau des résultats en poésie, des grands poètes, des poèmes qui ont été faits en écriture automatique, c'est-à-dire vous laissez prendre par votre inconscient. Breton pense plutôt que c'est l'inconscient, ou alors l'au-delà. On écrit, alors souvent on va se droguer, on va se saouler, quoi, voilà, s'y est essayé, beaucoup d'autres s'y sont essayés. Les résultats sont un peu décevants, hein. Ça n'a pas fait des grands textes de la littérature française, quoi. Voilà. On peut toujours essayer, hein, n'importe qui peut essayer. J'ai essayé moi-même, vous assurer que ça n'a pas donné des résultats extraordinaires, quoi. Donc j'ai vite arrêté, quoi. Parce que, bon, c'est une expérience. T'avais pris quoi? T'avais pris quoi? La tequila. La tequila. Je voulais faire une chamanique, je vais parler de chamanisme. Et aujourd'hui, prendre n'importe quoi d'autre. Hein, mais, ouais, bon, j'étais jeune. Hein, je me suis dit, la tequila faisait un petit peu plus exotique que le whisky, peut-être. Mais vous pouvez essayer avec ce que vous voulez, je pense. Au niveau des alcools, après, il y a les drogues qui peuvent. Effectivement, Baudelaire, par exemple, dans le paradis artificiel, il est clair qu'une partie, pas toute son inspiration, mais que parfois. La prise de drogue peut effectivement favoriser une certaine inspiration. Bon, alors c'est prendre avec des pincettes. Par exemple, je vais donner une anecdote, et pour en venir au chamanisme, justement, puisque c'est surtout ça qui m'intéresse, le poète est un voyant, pour moi c'est une ouverture vers cette pensée de l'inspiration qu'on retrouve dans le chamanisme. Aussi en Occident, hein, à travers le spiritisme, à travers... Comme il s'agit de parler aussi un peu de l'Orient, c'est une occasion de présenter un peu le chamanisme. Vous avez le cas célèbre de Sartre, qui se plaignait un petit peu, qui était très jaloux de Camus, qui avait eu le prix Nobel de la littérature. Sartre l'aura par la suite, hein, mais Camus l'a eu avant lui, pour l'étranger notamment. Et Sartre était assez jaloux. Et on lui reprochait un peu, on disait oui, c'est un grand philosophe, il écrit des pièces de théâtre qui sont magnifiques. Mais dans l'écriture pure, on a souvent trouvé Camus meilleur que Sartre, ce que je trouve aussi, hein, dans l'écriture pure. Hein, ça se lit mieux, je trouve, c'est magnifique, quoi. Je ne dis pas que Sartre n'écrit pas bien, mais c'est parfois un peu lourd. Et il s'en plaignait, il en avait conscience quand même. Et il a découvert Castaneda, il s'intéressait à tout ce qui était américain, Sartre. Carlos Castaneda, même en anglais ou en espagnol, hein, il a un style extraordinaire. Il est devenu le pape de la génération hippie avec l'herbe au diable. Hein. Donc c'est quelqu'un, je fais rapidement une petite aparté sur Castaneda, c'est en quelque sorte le pape du néo-chamanisme. Hein. Je reviendrai sur le chamanisme traditionnel sibérien, asiatique. C'est ce qu'on appelle le néo-chamanisme. Et il prenait, alors il a fait des études, il a fait sa thèse de doctorat sur l'effet des plantes, c'était une thèse de technologie, sur l'effet des plantes hallucinogènes sur la conscience humaine. Donc au début, il avait une démarche plutôt scientifique, en sciences humaines. Il ne croyait pas forcément dans ces choses-là, ça l'intéressait, il était ouvert, disons, mais il n'était pas spécialement adhérent à cette philosophie du chamanisme. Et finalement, il a goûté, il faut expérimenter les choses, évidemment, si on veut bien les étudier, études sur le terrain, initiées par un sorcier yaqui qu'il appelait Don Juan. Il a goûté donc le fameux peyote, dont on fera la fameuse mescaline. Et donc, il a fait des voyages hors de lui, complètement délirants, on peut dire ses livres, hein, ils se trouvent facilement. Et c'est vrai que son style d'écriture, c'est un très grand succès de librairie, Carlos Castaneda. On peut penser ce qu'on veut, certains diront ce sont des élucubrations, d'autres diront c'est super intéressant, il y a à apprendre et à laisser, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il écrit très bien. Les traductions françaises sont pas mal, mais il faut le lire, vous l'avez lu en anglais, il faut le lire en langue native, enfin il était californien d'origine péruvienne, ou en espagnol d'ailleurs.
Et Sartre, finalement, s'est dit, je vais faire comme lui pour mieux écrire, de manière plus fluide. Et ça a marché, ça m'a marché. Il a pris de la mescaline, Sartre, il avait un problème avec l'alcool déjà. Alors bon, peut-être, je sais pas, l'alcool, ça marche peut-être moins bien pour l'écriture. Peut-être qu'il a parfois puisé une certaine inspiration dans l'alcool, à la dose modérée à mon avis, hein, parce que si on est complètement sous, à la fin de sa vie, il était alcoolique, comme c'est Sartre. Il a testé la mescaline, il avait des moyens, parce qu'il y avait de mieux, je pense, hein, avec ses droits d'auteur, qui était important. Et son dernier livre, celui qui est le mieux écrit, je trouve, c'est Les mots. Et c'est précisément ce livre qui lui vaudra, Les mots, en 1964, qui lui vaudra le prix Nobel de littérature, parce qu'il n'existe pas de prix Nobel de philosophie. Alors, en vérité, il y a des prix pour la philosophie, mais pas aussi prestigieux. Enfin bref. Peut-être qu'effectivement, Sartre qui s'intéressait à la poésie, mais qui regrettait de ne pas être poète, il ne peut pas tout être. Il était dramaturge, philosophe, romancier, c'est un sacré génie, hein, ceci dit. Et là, du coup, il a beaucoup mieux écrit, effectivement, avec fluidité. C'était pas son style habituel. Voilà, c'est la petite anecdote. Pour introduire la question du chamanisme, puisqu'effectivement, on peut donner à cette phrase de Rimbaud une connotation chamanique. Je est un autre, c'est le principe de base du chamanisme, du point de vue de la pensée de la religion, c'est la plus vieille religion du monde, dit-on, chamanique. Il y a des vivants et des morts, mais les morts ne sont pas vraiment morts. Ils continuent à vivre dans un autre monde. Je précise que dans le chamanisme, on ne croit pas dans la réincarnation. Je dirais un petit mot sur la réincarnation, on peut l'aborder dans le débat, parce qu'effectivement, on pourrait évoquer les réminiscences des vies antérieures. Je préfère garder ça pour le débat, pour ne pas être trop long, justement. C'est encore un autre domaine. Là, j'ai plutôt privilégié le chamanisme dans l'approche asiatique de cette phrase, je est un autre. Du point de vue du chamanisme, il y a des esprits de la nature, des esprits des morts aussi, des humains qui sont morts, qui sont dans un autre monde, parallèle en quelque sorte, invisible, mais qui continuent à communiquer avec nous, mais tout le monde n'est pas sensible à cette communication, tout le monde n'est pas ouvert, il faut avoir des sens spirituels ouverts, donc il faut un élu, c'est une religion élective, comme beaucoup de religions, l'élu c'est le chaman, justement, le chaman, c'est un voyant en quelque sorte, qui a des pouvoirs extrasensoriels, qui a des visions, qui a des rêves, qui a des pouvoirs de guérisseur, de thaumaturge, qui fait des exorcismes. Alors comment devient-on chaman? Justement, il n'y a pas d'école, c'est là où c'est différent avec certaines religions, où on forme finalement des prêtres, des magiciens, etc. Là, en fait, c'est spontané, c'est un phénomène naturel. Le chaman aura des signes d'élection à son adolescence. On sait que l'adolescence est une période perturbée, les fameux poltergeists, les esprits frappeurs qui peuvent arriver à certains adolescents, puis après ça disparaît. Donc on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est vraiment? Certains vont dire ce sont véritablement des esprits de l'au-delà, d'autres diront non, c'est des phénomènes de l'inconscient. On ne sait pas, on ne sait toujours pas, ça reste un mystère. Il y a des théories scientifiques aussi qui essaient de l'expliquer. Il y a des choses inexplicables. Donc le chaman va tomber malade, par exemple. Un des signes de l'élection, ça va être une forme d'hystérie. Alors les psys diront, non, c'est juste un hystérique. Et les chamans, ou ceux qui ne croient, diront, non, c'est une maladie initiatique, comme ils disent. Donc une forme d'hystérie ou d'épilepsie. Le futur chaman va avoir des visions. Donc on va le tester. Le chaman en titre, il y a toujours un chaman en titre qui le prend quand même sous sa coupe, et qui va le tester, qui va le former un petit peu. Il va être obligé, par exemple, s'il doit devenir chaman, il doit montrer qu'il est très fort aussi, qu'il n'est pas intéressé par l'argent, qu'il ne va pas faire de magie noire, parce que ça peut exister, les chamans qui utilisent leur pouvoir pour le mal. C'est assez rare dans la tradition du chamanisme, enfin, c'est pas le vaudou, mais on pourrait être tenté, effectivement. Donc il faut le tester. Il doit quitter, par exemple, le village. Ça, c'est ce qui se passe dans le chamanisme tibétain ou sibérien, mais qui viendra au Tibet par la suite. C'est le plus ancien, c'est celui de Sibérie, c'est celui qu'analyse Mircea Eliade, le grand spécialiste du chamanisme, le philosophe, historien des religions roumain, Mircea Eliade, qui explique donc que le chaman est envoyé pendant 40 jours, le chiffre est peut-être symbolique certainement, comme les 40 jours de jeûne du Christ ou du prophète. Il est envoyé dans la toundra et il doit survivre, il mange des racines, tout ça, puis il revient au village, donc il est renforcé, comme dirait Nietzsche, ceux qui ne tuent pas nous rendent plus fort. Alors peut-être des futurs chamans qui meurent, et on dit, c'était pas le bon. C'est un peu cruel, peut-être. Celui qui ne survit pas, s'il teste, c'est la sélection naturelle. Sélection naturelle, il faut guérir de la maladie. Il revient guéri de sa maladie en plus, et il utilise ses pouvoirs pour le bien de la communauté. Voilà, une sorte de sorcier, de guérisseur, d'exorciste.
Et alors ce qui est important aussi dans le chamanisme, c'est l'usage de drogue, beaucoup dans le chamanisme sibérien. Alors dans certaines traditions, comme la tradition coréenne, on va plutôt substituer la musique, le tambour, il y aura des trans à travers la musique. On n'aura pas forcément besoin du recours à la drogue. Dans le chamanisme sibérien, on utilise différentes drogues, une sorte de soma, une sorte d'alcool de bouleau fermenté par exemple, d'autres drogues. Le feu est très important, bon, c'est un pays froid, donc le feu est divinisé en quelque sorte. Il y a des animaux totems, comme on dit, des animaux, voilà. L'animal totem dans le chamanisme, par exemple, ce sera souvent le cerf dans le chamanisme sibérien, il y a beaucoup de cerfs dans la forêt sibérienne. On retrouve ça même dans le druidisme aussi. Le cerf est un animal sacré avec ses cornes, la poudre des cornes, des vertus, c'est peut-être des superstitions, on n'en sait rien. En tout cas, il y a une valorisation aussi des animaux qui ont une âme, du point de vue chamanique. C'est une religion de la nature, n'oublions pas, de fusion avec la nature. Tout a une âme quelque part. Le lieu a une âme, c'est une sorte d'animisme, si vous voulez. Si on cherche une comparaison dans d'autres religions, c'est assez proche de l'animisme africain, il y a aussi des différences. Et ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, c'est que le chaman peut être influencé aussi de l'au-delà par un autre chaman qui a vécu avant lui. Ça c'est intéressant, c'est ce lien spirituel, un peu comme un parrain spirituel en quelque sorte, de l'au-delà. Et souvent dans le chamanisme, pas dans toutes les formes, mais dans certaines formes du chamanisme, en général c'est une personne de l'autre sexe, qui d'ailleurs, dit-on, serait amoureux plus ou moins du chaman en titre, quoi. Ce qui créerait des liens plus intimes. Bon, jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté-là, ce côté de parrainage qui est assez intéressant, qu'on retrouve dans beaucoup de religions d'ailleurs, hein, le parrain, la marraine dans le christianisme, peut-être un souvenir lointain du chamanisme, qui au départ a été combattu par le christianisme, mais qui en a quand même repris des éléments. Les paganismes ont été combattus, on peut parler du paganisme, mais par rapport au paganisme grec, par exemple, il n'y a pas de Dieu, pas vraiment de Dieu. Il y a le divin qui ne fait qu'avec la nature. Il y a des esprits, mais il n'y a pas des divinités qui seraient supérieures à l'homme. Ça, c'est quand même assez intéressant. De ce point de vue-là, c'est une religion qui plaît beaucoup au temps moderne, parce que c'est une religion sans Dieu, même avec un X. Hein. C'est une religion humaniste d'une certaine manière. La divinité est en l'homme. C'est ça qui plaît. Ce qui fait que le chamanisme est à la mode. A été à la mode dans les années 60 en Californie, notamment Carlos Castaneda que j'avais mentionné tout à l'heure. Mais encore aujourd'hui, le néo-chamanisme est assez apprécié dans beaucoup de milieux, assez branchés. Alors souvent, c'est lié à la consommation de drogue aussi, hein, le psychédélisme, bien entendu. La mescaline, vous avez de grands écrivains qui ont été dans cette mouvance, comme Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Il raconte comment il devient un pot de fleurs pendant qu'il consomme sa mescaline. Moi, il regarde un pot de fleurs et puis il finit par se fondre au pot de fleurs, à devenir pot de fleurs. Vous pouvez essayer avec votre verre de vierge. Bon, c'est super bien écrit en plus. Moi, ce qui m'étonne quand même, il y a un point commun de tous les gens qui prennent de la mescaline, dans ce style-là. C'est pas n'importe quelle drogue, hein. La mescaline a quand même un privilège à ce niveau-là, apparemment. Bon. Faites attention au lycée, hein, c'est pas comme ça de la mescaline. Non, c'est cher. Il en revend même. Il donne envie là. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, il y a quelque chose quoi, qui se passe. Alors ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont doués pour l'écriture au départ. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas Tartampion qui sait pas bien écrire. Il va pas. C'est pas parce qu'il a pris de la mescaline qu'il va dire Baudelaire ou Rimbaud. Vous voyez ce que je veux dire. C'est juste un amplificateur. C'est d'ailleurs ce que dit très bien Carlos Castaneda. Les drogues ne sont pas. Il n'y a pas de phénomène magique de la drogue. Elles ne sont que des amplificateurs qui ouvrent des portes. Voilà. On peut avoir d'autres amplificateurs comme la musique. Hein, le tambour par exemple, on va tomber dans une sorte de transe à travers cette musique de percussion. On voit ça. Hein. D'ailleurs, c'est impressionnant. Moi, j'ai assisté à des transes. Je n'ai pas eu, mais assisté à en Corée, vous voyez, une femme qui va parler avec une voix, ça fait peur, elle parle avec une voix caverneuse, très forte, une voix d'homme même parfois, et elle est hors d'elle, elle trépigne, ça fait peur, et puis elle va vous dire des choses incroyables. Donc voilà, on fait ça pour les touristes en Corée, dans certains pays. Le chamanisme reste encore un peu vivant là-bas, dans certains pays d'Asie, et puis même ça revient un petit peu ici. Donc Je est un autre peut s'expliquer, pas non plus être trop long sur le chamanisme, mais Je est un autre peut avoir une résonance effectivement chamanique, l'idée qu'il y a des forces qui nous échappent, des forces invisibles qui vont nous inspirer. Rimbaud a dit le poète est un voyant, il aurait très bien pu dire, ce n'était pas à la mode à l'époque, au XIXe siècle, il aurait très bien pu dire le poète est un chaman. Lui on dirait peut-être plutôt ça, n'est-ce pas Gilles?
notre poète du jour. Le poète est un chaman, peut-être, effectivement. Et alors, j'en dis un mot, mais sans approfondir, on pourra y revenir si vous voulez. Effectivement, on pourrait aussi évoquer le bouddhisme, l'hindouisme avec l'idée de la réincarnation. Parce que si effectivement nous avons déjà vécu une vie, hein, si la théorie de la réincarnation est vraie, on ne sait rien, mais c'est une hypothèse intéressante de concevoir l'au-delà, eh bien, je est un autre, ben, on est peut-être en partie la personne qu'on était dans une vie antérieure. On a changé de corps, en changeant de corps, on a quand même un peu changé d'identité, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'on ne se rappelle plus, on a oublié ce qu'on a vécu. Alors il y a quelques personnes élues peut-être aussi qui vont se rappeler de leur vie antérieure, des flashs, ceux qui y croient vont dire que c'est des flashs. On peut retrouver d'autres interprétations évidemment, en se disant que c'est peut-être ancestral, c'est peut-être l'inconscient collectif, comme dirait Jung, qui ne croyait pas dans la réincarnation et qui s'intéressait beaucoup. Non, là je suis passé à l'hindouisme et au bouddhisme. Ah oui, j'ai quitté le chamanisme, voilà. Ah oui. Oui, je suis passé à une autre, voilà, parce que souvent on a l'impression que c'est, quand on parle de l'Asie, non, il y a des différences énormes entre les différentes croyances. Donc le chamanisme, c'est ne pas dans la réincarnation, donc c'est des esprits qui viennent nous habiter, nous posséder en quelque sorte, ça peut être des bonnes ou des mauvaises possessions, hein, d'ailleurs. Le terme possession est plutôt péjoratif, on va y trouver un autre mot pour si c'est un bon esprit qui vient en nous et qui nous inspire. Il y a une inspiration. Alors que dans la croyance de la réincarnation, par exemple bouddhisme et hindouisme, c'est l'idée qu'on a déjà vécu. Donc je est un autre dans le sens où on a une autre identité, une ancienne identité qui peut avoir des répercussions sur notre identité actuelle. Notre vie ne serait pas notre première vie, ni notre dernière, sauf à être très rapide dans le perfectionnement et d'arriver au nirvana. C'est-à-dire l'état où on n'a plus besoin de se réincarner. Non-incarnation, c'est le but à atteindre d'après les bouddhistes. Et enfin, pour ne pas être trop long et vous laisser la parole, un petit mot quand même sur Nietzsche, parce que Nietzsche, on a souvent, alors qu'il se disait non religieux, enfin il disait religieux mais en tout cas anti-chrétien, pas du tout dans les religions du livre, plutôt intéressé par l'hindouisme, le bouddhisme, mais avec un côté exalté, un côté dionysiaque justement, il croyait beaucoup, enfin il aimait beaucoup ce dieu Dionysos, ce dieu de l'ivresse, et Nietzsche finalement, dans son style on sent aussi quelque chose d'inspiré, quelque chose de dionysiaque, on pourrait dire, avec Nietzsche aussi, que je est un autre. Il y a une véritable inspiration qui semble venir d'ailleurs parfois. Il parle en aphorisme, un peu comme les fondateurs de religion, comme le Christ d'ailleurs, comme les paraboles du Christ, hein. Il y a parfois un style qui fait penser à celui des évangiles. C'est le philosophe poète, justement. Alors, ils ne parlent jamais de Rimbaud, a priori, ils ne se sont pas connus, et peut-être que leur rencontre aurait pu être décisive, j'en sais rien, ça s'est pas fait. Puisqu'à un moment donné, ils ont été contemporains, puisque 1871, c'est la fameuse guerre, hein, justement. Le poème le plus célèbre de Rimbaud, c'est certainement le Dormeur du Val, enfin un des plus célèbres. Il était poétellement en fait. Oui, c'est vrai, il s'était inspiré d'ailleurs. Avec l'idée originale. D'ailleurs, il était de Charleville-Mézières, pas très loin, frontière belge, mais pas très loin quand même. Évidemment. Voilà, exactement. Oui, Nietzsche à l'origine du romantisme. Voilà, Paul Berny, tous ces philosophes, voilà, tous ces poètes allemands, voilà. Il parle très peu des poètes français. Voilà, alors qu'il admire quand même Pascal, qu'il admire quand même Stendhal, son écrivain préféré avec Dostoïevski. Oui, vous connaissez moins les gens. Voilà, il connaissait plus la littérature que la poésie française. Oui, parce qu'il était assez francophile quand même, hein, Nietzsche. Mais, effectivement. Et puis la folie de Nietzsche, terminé, hein, la folie de Nietzsche. Enfin, mon livre, je ne vais pas tout dévoiler, mais effectivement, cette folie, elle est quand même assez étonnante. Bon, en même temps, elle a des raisons physiologiques, la syphilis, l'hérédité paternelle qui avait fait mort d'une attaque cérébrale à 36 ans, ça a dû jouer. Et en même temps, il y a des raisons psychologiques et même peut-être philosophiques, enfin une déception immense par rapport à sa vie. Il a été, alors c'est l'interprétation jungienne, pour revenir un peu à Je est un autre, justement, pour Jung, qui est un grand lecteur de Nietzsche. Freud n'aimait pas Nietzsche, je me suis dit, oui, il faisait peur, il n'aimait pas Nietzsche, mais Jung au contraire aimait beaucoup Nietzsche. Et Jung verra dans Nietzsche, il regrettera un peu, il dit c'est dommage que ce génie ait été broyé par son inconscient collectif, par la figure de Dionysos qu'il a broyé en quelque sorte. Nietzsche se serait identifié beaucoup trop à Dionysos, c'est l'interprétation de Jung. Et Dionysos, alors qu'il existe ou pas, hein, que ce soit vraiment un dieu, Jung ne le croit pas. Jung va plutôt prendre Dionysos comme une sorte d'archétype, d'image.
mais qui prend une certaine autonomie. C'est là où Jung est subtil, il dira ah non, les dieux n'existent pas, mais finalement ils existent un peu quand même. On les crée, effectivement, ce sont des mythes qui sont créés, mais nos créatures nous échappent en quelque sorte. C'est là où Jung est très intéressant, je trouve. Et donc la créature de Nietzsche lui aurait échappé, ce serait en quelque sorte retourné contre lui, il aurait... On peut penser ce qu'on veut, certains diront ce sont des élucubrations, d'autres diront c'est super intéressant, il y a à apprendre et à laisser, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il écrit très bien. Les traductions françaises sont pas mal, mais il faut le lire, je l'ai lu en anglais, il faut le lire en langue native, enfin il était californien, d'origine péruvienne, ou en espagnol d'ailleurs. Et Sartre, finalement, s'est dit, je vais faire comme lui pour mieux écrire, de manière plus fluide. Et ça a marché, ça m'a marché. Il a pris de la mescaline, Sartre, donc avec l'alcool déjà. Alors bon, peut-être, je sais pas, l'alcool ça marche peut-être moins bien pour l'écriture. Peut-être qu'il a parfois puisé une certaine inspiration dans l'alcool, à la dose modérée à mon avis, hein, parce que si on est complètement sous, à la fin de sa vie, il était alcoolique, comme c'est Sartre. Il a testé la mescaline, il avait les moyens, il a testé de lieux, je pense, hein, avec ses droits d'auteur, qui étaient importants. Et son dernier livre, c'est celui qui est le mieux écrit, je trouve, c'est Les mots. Et c'est précisément ce livre qui lui vaudra, Les mots, en 1964, qui lui vaudra le prix Nobel de littérature. Parce qu'il n'existe pas de prix Nobel de philosophie. Il y a des prix pour la philosophie, mais pas aussi prestigieux. Enfin bref. Donc, peut-être qu'effectivement, Sartre qui s'intéressait à la poésie, mais qui regrettait de ne pas être poète, il ne peut pas tout être. Hein. Il était dramaturge, philosophe, romancier, c'est quand même un sacré génie, hein, ceci dit. Et là, du coup, il a beaucoup mieux écrit, effectivement, avec fluidité. C'était pas son style habituel. Et voilà, c'est la petite anecdote pour introduire la question du chamanisme, puisqu'effectivement, on peut donner à cette phrase de Rimbaud une connotation chamanique. Je est un autre, c'est le principe de base du chamanisme, du point de vue de la pensée de la religion, c'est la plus vieille religion du monde, dit-on, chamanique. Il y a des vivants et des morts, mais les morts ne sont pas vraiment morts. Ils continuent à vivre dans un autre monde. Je précise que dans le chamanisme, on ne croit pas dans la réincarnation. Je dirais un petit mot sur la réincarnation, on peut l'aborder dans le débat, parce qu'effectivement, on pourrait évoquer les réminiscences des vies antérieures. Je préfère garder ça pour le débat pour ne pas être trop long, justement. C'est encore un autre domaine. Là, j'ai plutôt privilégié le chamanisme dans l'approche asiatique de cette phrase, je est un autre. Du point de vue du chamanisme, il y a des esprits de la nature, des esprits des morts aussi, des humains qui sont morts, qui sont dans un autre monde, parallèle en quelque sorte, invisible, mais qui continuent à communiquer avec nous. Mais tout le monde n'est pas sensible à cette communication. Tout le monde n'est pas ouvert. Il faut avoir des sens spirituels ouverts. Donc il faut un élu. C'est une religion élective, comme beaucoup de religions. L'élu, c'est le chaman, justement. Le chaman, c'est un voyant, en quelque sorte, qui a des pouvoirs extrasensoriels, qui a des visions, qui a des rêves, qui a des pouvoirs de guérisseur, de thaumaturge, qui fait des exorcismes. Alors comment devient-on chaman? Justement, il n'y a pas d'école. C'est là où c'est différent avec certaines religions où on forme finalement des prêtres, même des magiciens, etc. Là, en fait, c'est spontané, c'est un phénomène naturel. Le chaman aura des signes d'élection à son adolescence. Alors, on sait que l'adolescence est une période perturbée, les fameux poltergeist, c'est ce qu'on frappeur, ça peut arriver à certains adolescents, puis après ça disparaît. Donc on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est vraiment? Certains vont dire ce sont véritablement des esprits de au-delà, d'autres diront non, c'est des phénomènes de l'inconscient. On ne sait pas, on ne sait toujours pas, ça reste un mystère. Il y a des théories scientifiques aussi qui essaient de l'expliquer, il y a des choses inexplicables. Donc le chaman va tomber malade, par exemple. Un des signes de l'élection, ça va être une forme d'hystérie. Alors les psys diront bah non, c'est juste un hystérique. Et les chamans, ou ceux qui croient, diront non, c'est une maladie initiatique, comme ils disent. Donc une forme d'hystérie ou d'épilepsie. Le futur chaman va avoir des visions. Donc on va le tester. Le chaman en titre, il y a toujours un chaman en titre qui le prend quand même sous sa coupe, et qui va le tester, qui va le former un petit peu. Il va être obligé, par exemple, s'il doit devenir chaman, il doit montrer qu'il est très fort aussi, qu'il n'est pas intéressé par l'argent, qu'il ne va pas faire de magie noire, parce que ça peut exister, les chamans qui font aussi leur pouvoir pour le mal. C'est assez rare dans la tradition du chamanisme, c'est pas le vaudou, mais on pourrait être tenté, effectivement. Donc il faut le tester. Il doit quitter, par exemple, le village. Ça, c'est ce qui se passe dans le chamanisme tibétain ou sibérien, mais qui viendra au Tibet par la suite. C'est le plus ancien, c'est celui de Sibérie, c'est celui qu'analyse Mircea Eliade, le grand spécialiste du chamanisme, le philosophe, historien des religions roumain, Mircea Eliade, qui
qui explique donc que le chaman est envoyé pendant 40 jours, le chiffre est peut-être symbolique certainement, comme les 40 jours de jeûne du Christ, du prophète. Il est envoyé dans la toundra et il doit survivre, il mange des racines, tout ça, puis il revient au village, donc il est renforcé, comme dirait Nietzsche, ceux qui ne tuent pas nous rendent plus fort. Alors, il y a peut-être des futurs chamans qui meurent, et on dit, bah, c'était pas le bon. Un peu cruel, hein, peut-être. Celui qui ne survit pas à son test, c'est la sélection naturelle. Sélection naturelle, il faut guérir de la maladie. Il revient guéri de sa maladie en plus, et il utilise ses pouvoirs pour le bien de la communauté, voilà, une sorte de sorcier, guérisseur, d'exorciste. Et alors, ce qui est important aussi dans le chamanisme, c'est l'usage de drogue, beaucoup dans le chamanisme sibérien. Alors, dans certaines traditions, comme la tradition coréenne, on va plutôt substituer la musique, le tambour, il y aura des trans à travers la musique. On n'aura pas forcément besoin du recours à la drogue. Dans le chamanisme sibérien, on utilise différentes drogues, une sorte de soma, une sorte d'alcool de bouleau, fermenté par exemple, d'autres drogues. Le feu est très important, donc c'est un pays froid. Donc le feu est divinisé en quelque sorte. Il y a des animaux totems, comme on dit, des animaux, voilà, l'animal totem dans le chamanisme, par exemple, ce sera souvent le cerf dans le chamanisme sibérien. Il y a beaucoup de cerfs dans la forêt sibérienne. On retrouve ça même dans le druidisme aussi. Le cerf est un animal sacré avec ses cornes, la poule a des cornes de vertu, peut-être des superstitions, on n'en sait rien. En tout cas, il y a une valorisation des animaux qui ont une âme, du point de vue chamanique. C'est une religion de la nature, n'oublions pas. De fusion avec la nature. Tout a une âme, quelque part. Le lieu a une âme, c'est une sorte d'animisme, si vous voulez. Si vous cherchez une comparaison dans d'autres religions, c'est assez proche de l'animisme africain. Il y a aussi des différences. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, aussi, c'est que le chaman peut être influencé aussi de l'au-delà par un autre chaman qui a vécu avant lui. Ça, c'est intéressant, c'est ce lien spirituel, un peu comme un parrain spirituel en quelque sorte, de l'au-delà. Et souvent dans le chamanisme, pas dans toutes les formes, mais dans certaines formes de chamanisme, en général, c'est une personne de l'autre sexe, qui d'ailleurs, dit-on, serait amoureux plus ou moins du chaman en titre, ce qui créerait des liens plus intimes. Bon, jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté-là, ce côté de parrainage qui est assez intéressant, qu'on retrouve dans beaucoup de religions d'ailleurs, hein, le parrain, la marraine dans le christianisme. Peut-être un souvenir lointain du chamanisme, qui au départ a été combattu par le christianisme, mais qui en a quand même repris des éléments. Les paganismes ont été combattus, on peut parler du paganisme, mais par rapport au paganisme grec, par exemple, il n'y a pas de Dieu, pas vraiment de Dieu. Il y a le divin qui ne fait qu'un avec la nature. Il y a des esprits, mais il n'y a pas des divinités qui seraient supérieures à l'homme. Ça, c'est quand même assez intéressant. De ce point de vue-là, c'est une religion qui plaît beaucoup au temps moderne, parce que c'est une religion sans Dieu, même avec un X. Hein. C'est une religion humaniste d'une certaine manière. La divinité est en l'homme. C'est ça qui plaît. Ce qui fait que le chamanisme était à la mode, a été à la mode dans les années 60 en Californie. Notamment Carlos Castaneda que j'avais mentionné tout à l'heure. Mais encore aujourd'hui, le néo-chamanisme est assez apprécié dans beaucoup de milieux, assez branchés. Alors souvent, c'est lié à la consommation de drogue aussi, hein, dans le psychédélisme, hein, bien entendu. La mescaline, vous avez des grands écrivains qui ont été dans cette mouvance. Aldous Huxley, c'est le qui écrit Le meilleur des mondes. Il raconte comment il devient un pot de fleurs pendant qu'il consomme sa mescaline. Il regarde un pot de fleurs et puis il finit par se fondre au pot de fleurs, à devenir pot de fleurs, pour essayer avec votre verre de bière. Bon, bon, mais c'est super bien écrit en plus. Moi, ce qui m'étonne quand même, il y a un point commun de tous les gens qui prennent de la mescaline, dans ce style-là. C'est pas n'importe quelle drogue, hein. La mescaline a quand même un privilège à ce niveau-là, apparemment. Attention au lycée, hein, c'est pas de ça la mescaline. C'est cher. Il en revend même. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, il y a quelque chose quoi, qui se passe. Alors, ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont doués pour l'écriture au départ. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas Tartampion qui sait pas bien écrire. C'est pas parce qu'il a pris de la mescaline qu'il va dire Baudelaire ou Rimbaud. Vous voyez, c'est juste un amplificateur. C'est d'ailleurs ce que dit très bien Carlos Castaneda. Hein. Les drogues ne sont pas. Il n'y a pas de phénomène magique de la drogue. Elles ne sont que des amplificateurs qui ouvrent des portes. Voilà. On peut avoir d'autres amplificateurs, comme la musique. Hein, le tambour, par exemple, on va tomber dans une sorte de transe, à faire cette musique, des percussions. On voit ça. Hein. D'ailleurs, c'est impressionnant. Moi, j'ai assisté à des transes. Je n'en ai pas eu, mais j'ai assisté en Corée. Une femme qui va parler avec une voix, ça fait peur, elle parle avec une voix caverneuse, très forte, une voix d'homme même parfois, et elle est hors d'elle, elle trépigne, ça te fait peur, et puis elle va vous dire des choses incroyables.
Donc voilà, on fait ça pour les touristes en Corée, dans certains pays. Le chamanisme reste encore un peu vivant là-bas, dans certains pays d'Asie. Et puis même, ça revient un petit peu ici. Donc, Je est un autre peut s'expliquer, pas non plus être trop long sur le chamanisme, mais Je est un autre peut avoir une résonance effectivement chamanique. L'idée qu'il y a des forces qui nous échappent, des forces invisibles qui vont nous inspirer. Rimbaud a dit le poète est un voyant, il aurait très bien pu dire, ce qui n'est pas à la mode à l'époque, au XIXe siècle, il aurait très bien pu dire le poète est un chaman. On dirait peut-être plutôt ça, c'est pas Gilles, notre poète du jour. Le poète est un chaman, peut-être, effectivement. Et alors, j'en dis un mot, mais sans approfondir, on pourra y revenir si vous voulez. Effectivement, on pourrait aussi évoquer le bouddhisme et l'hindouisme avec l'idée de la réincarnation. Parce que si effectivement nous avons déjà vécu une vie, si la théorie de la réincarnation est vraie, on ne sait rien, mais c'est une hypothèse intéressante de concevoir l'au-delà. Eh bien, Je est un autre, on est peut-être en partie la personne qu'on était dans une vie antérieure. On a changé de corps. En changeant de corps, on a quand même un peu changé d'identité, c'est là où c'est compliqué, parce qu'on ne se rappelle plus, on a oublié ce qu'on a vécu. Alors il y a quelques personnes élues peut-être aussi qui vont se rappeler de leur vie antérieure, des flashs, ceux qui y croient vont dire que c'est des flashs. On peut retrouver d'autres interprétations, évidemment, en se disant que c'est peut-être ancestral, c'est peut-être l'inconscient collectif, comme dirait Jung, qui ne croyait pas dans la réincarnation, qui s'intéressait beaucoup. Non, là je suis passé à l'hindouisme et au bouddhisme. Ah oui, j'ai quitté le chamanisme, voilà. Oui, je suis passé à une autre, voilà, parce que souvent on a l'impression que c'est, quand on parle de l'Asie, non, il y a des différences énormes entre les différentes croyances. Donc le chamanisme, c'est ne croire dans la réincarnation, donc c'est des esprits qui viennent nous habiter, nous posséder en quelque sorte, ça peut être des bonnes ou des mauvaises possessions d'ailleurs. Le terme possession est plutôt péjoratif, on pourrait trouver un autre mot pour si c'est un bon esprit qui vient en nous et qui nous inspire. Inspiration. Alors que dans la croyance de la réincarnation, par exemple bouddhisme et hindouisme, c'est l'idée qu'on a déjà vécu. Donc Je est un autre dans le sens où on a une autre identité, une ancienne identité qui peut avoir des répercussions sur notre identité actuelle. Notre vie ne serait pas notre première vie, ni notre dernière, sauf à être très rapide dans le perfectionnement et d'arriver au nirvana. C'est-à-dire l'état où on n'a plus besoin de se réincarner. De non-incarnation, c'est le but à atteindre d'après le bouddhiste. Et enfin, pour ne pas être trop long et vous laisser la parole, un petit mot quand même sur Nietzsche, parce que Nietzsche, on a souvent, alors qu'il se disait non religieux, enfin il disait religieux, mais en tout cas anti-chrétien, pas du tout dans les religions du livre, plutôt intéressé par l'hindouisme, le bouddhisme, mais avec un côté exalté, un côté dionysiaque, justement. Il croyait beaucoup, il aimait beaucoup ce dieu Dionysos, ce dieu de l'ivresse. Et Nietzsche, finalement, dans son style, on sent aussi quelque chose d'inspiré, quelque chose de dionysiaque, on pourrait dire, avec Nietzsche aussi, que Je est un autre. Il y a une véritable inspiration qui semble venir d'ailleurs parfois. Il parle en aphorisme, un peu comme les fondateurs de religion, comme le Christ d'ailleurs, comme les paraboles du Christ. Il y a parfois un style qui fait penser à celui des évangiles. C'est le philosophe poète, justement. Alors, il ne parle jamais de Rimbaud, a priori, ils ne se sont pas connus, et peut-être que leur rencontre aurait pu être décisive, je n'en sais rien, ça ne s'est pas fait, puisque à un moment donné, ils ont été contemporains, puisque 1871, c'est la fameuse guerre, justement. Le poème le plus célèbre de Rimbaud, c'est certainement le Dormeur de Bâle, un des plus célèbres. C'était poète allemand. Oui, c'est vrai qu'il s'était inspiré d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, il était de Charleville-Mézières, pas très loin, frontière belge, donc pas très loin quand même des mondes. Voilà, exactement. Oui, Nietzsche. À l'origine du romantisme. Voilà, un peu le dernier de tous ces philosophes, tous ces poètes allemands. Il parle très peu des poètes français. Alors qu'il admire quand même Pascal, qu'il admire quand même Stendhal, son écrivain préféré avec Dostoïevski. Vous connaissez moins les gens. Voilà, vous connaissez plus la littérature que la poésie française. Oui, il était assez francophile quand même, Nietzsche. Mais, effectivement. Et puis la folie de Nietzsche, terminé, la folie de Nietzsche. Mon livre, je ne vais pas tout dévoiler, mais effectivement, cette folie, elle est quand même assez étonnante. Bon, en même temps, elle a des raisons physiologiques, la syphilis, l'hérédité paternelle qui avait fait une mort d'une attaque cérébrale à 26 ans, ça a dû jouer. Et en même temps, il y a des raisons psychologiques et même peut-être philosophiques, enfin, une déception immense par rapport à sa vie. Il a été, alors c'est l'interprétation jungienne, pour revenir un peu à Je est un autre, justement, pour Jung, qui est un grand lecteur de Nietzsche,
Freud n'aimait pas Nietzsche. Je me suis dit, il faisait peur, il n'aimait pas Nietzsche. Mais Jung, au contraire, aimait beaucoup Nietzsche. Et Jung verra dans Nietzsche, il regrettera un peu, il dit c'est dommage que ce génie ait été broyé par son inconscient collectif, par la figure de Dionysos qu'il a broyé en quelque sorte. Nietzsche se serait identifié beaucoup trop à Dionysos, c'est l'interprétation de Jung. Et Dionysos, alors qu'il existe ou pas, hein, que ce soit vraiment un dieu, Jung ne le croit pas. Jung va plutôt prendre Dionysos comme une sorte d'archétype, d'image, mais qui prend une certaine autonomie. C'est là où Jung est subtil, il dira non, les dieux n'existent pas, mais finalement ils existent un peu quand même. Quoi. On les crée, effectivement, ce sont des mythes qui sont créés, mais nos créatures nous échappent en quelque sorte. C'est là où Jung est très intéressant, je trouve. Et donc la créature de Nietzsche lui aurait échappé, ce serait en quelque sorte retourné contre lui, il l'aurait rendu fou, puisque dans ses délits, il se prenait pour Dionysos. Avant de tomber dans le mutisme le plus total, alors, encore une fois, il y a l'hypothèse selon laquelle il aurait peut-être simulé sa folie, mais il y a quand même des rapports psychiatriques qui montrent qu'il était quand même sérieusement atteint. Après, il a peut-être ajouté une folie, j'allais dire, spirituelle ou psychologique à une folie psychiatrique. C'est ce que je veux dire. On peut très bien être fou et quelque part en rajouter un petit peu encore. Bon, à voir, je sais pas. Ça, c'est une énigme que personne n'a vraiment tranché. En tout cas, la folie aussi peut être un exemple, enfin une illustration de cette phrase « je est un autre ». Bon, quand vous prenez pour un autre, un schizophrène par exemple. L'aliénation. Oui, l'aliénation, on est aliéné, donc on est pris par quelque chose, par une personnalité, une autre identité, qui ont des identités multiples. Ça peut être très dangereux pour eux-mêmes, ils peuvent être suicidaires, ou peuvent devenir des tueurs, des psychopathes. Hein. Le psychopathe, il entend des voix, souvent. Il va dire, bah non, je ne suis plus rien, le psychiatre va dire, oui, c'est compliqué. Est-ce qu'il est responsable de son acte ou pas? C'est un grand débat encore aujourd'hui. On commence un petit peu à changer un petit peu de point de vue, parce que dans le passé, on disait, bah oui, il n'est pas responsable, on est dans des psychiatries, il s'évade, il recommence à tuer. C'est un peu plus difficile de s'évader de prison, même si ça, c'est un autre problème. Mais effectivement, Je est un autre a aussi une dimension très sombre. Hein. Je n'ai pas voulu trop aborder sur l'aliénation, la possession, aliénation ou possession d'ailleurs. D'ailleurs, on dit parfois que les psychiatres qui ne savent plus quoi faire d'un patient irrécupérable, ils l'envoient chez le prêtre exorciste. Hein. C'est mal raconter un prêtre exorciste. C'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait pas mal pour se dire, bon, de toute façon, on a tout essayé, il n'y a rien qui a marché, donc il faut essayer l'exorcisme. Est-ce que ça marche ou pas, j'en sais rien. Mais voilà. Voilà, alors je terminerai juste avant de vous laisser la parole, pas être trop long, une petite phrase de Verlaine, parce qu'on a dit aussi, peut-être que Je est un autre, j'ai écarté cette hypothèse, elle est simpliste, bon, on a dit, oh, c'est peut-être tout bêtement, c'est un mot d'amour pour Verlaine, tu es mon alter ego, on va dire ça à son amant ou à sa fiancée, bon, oui, pourquoi pas, mais bon, ça c'est très anecdotique. Alors voici le petit mot de Verlaine, pour terminer, son souvenir, le souvenir de Rimbaud, parce que Rimbaud est mort avant Verlaine, son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne peut pas s'éteindre. On peut tous le dire pour Rimbaud. Ah oui, puis pour les personnes secondaires. Qui aiment, voilà, qui aiment Rimbaud, je pense. Voilà, donc, Sabine. Bon, très court, hein, parce que d'abord, je ne savais pas ce que tu dirais. Oui, donc, je découvre concerté, comme voilà. tout le monde. Donc, Je est un autre. Bon, si on partait de la phrase du littéraire, bon, c'était l'époque où on voulait différencier le romantisme, l'écrivain, l'auteur, du narrateur et encore du personnage. Donc, on part de là, dans une union poésie-philosophique, tu as rappelé que... Voilà, mais moi je développerai juste un petit peu le « et »,« je est un autre ». Alors le verbe « être », qui prend beaucoup d'importance au XIXe siècle par rapport au verbe « exister ». Alors si on était dans un café philo-traditionnel, là tu as développé deux pistes très intéressantes, le bouddhisme ou le chamanisme, on serait dans l'existentialisme. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ? Je est un autre, finalement, simplement peut-être la notification commence à comprendre qu'il faut se sentir être, il faut avoir une distance par rapport à soi, se découvrir, et comme ça être de plus en plus soi-même. On est de plus en plus soi, et en même temps, on met une distance. Je est un autre, ça va dans cette direction. Et finalement, ça rejoint énormément le bouddhisme que tu as développé, je trouve. Ensuite, au niveau du chamanisme, ça discute plus. Moi, je dirais presque, en t'écoutant, mais c'était pas du tout vrai, qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est une philosophie où on essaye d'être son propre chaman. Le voyant, c'est plus le chaman, c'est justement, ce n'est plus l'autre, c'est soi-même si possible, sans être complètement pathologique.
et on arrive aussi à une notion d'artiste de sa vie, sans être forcément un artiste dans l'art. Alors à un moment tu as dit, attends, l'artiste... ah oui, l'artiste c'est plutôt un caractériel. Non, c'est les intellos qui sont caractériels. Plus. Enfin, il y en a, hein. Il y a plein de fous peut-être. Mais je dirais singulier, oui, mais comme tout un chacun. Voilà, comme tout un chacun. Et à ce moment-là, on se construit, on se prend de la distance. Voilà. Et puis là, maintenant, c'est à nos amis. À l'Assemblée. Entre l'artiste et l'intellectuel.